c'est moi qui adresse des remerciements. D'abord parce que vous êtes nombreux. Ensuite parce que j'ai toujours, dans cette fausse modestie, Alphonse Allais disait la modestie c'est la forme d'orgueil qui irrite le moins. Mais dans cette fausse modestie, je me dis qu'est-ce que j'ai à ajouter? Parce que effectivement les bases philosophiques, Chérico les a posées, et puis la pratique a mis en exergue quelque chose que j'essaye de cacher, mais qui est évident, c'est que cette loi se pratiquait avant d'exister, et elle se pratiquait dans les bonnes pratiques médicales. Et elle pouvait se lire dans le dialogue que les hommes et les femmes autour du soin avaient les uns avec les autres. Et que donc elle était déjà inscrite, écrite dans la culture médicale. C'est pour ça que c'est assez drôle de constater que quelquefois le corps médical n'a pas réussi à se l'approprier, alors qu'en fait j'ai fait comme les mauvais élèves, j'ai copié le code de déontologie, j'ai copié les bonnes pratiques médicales, on les a mis en forme et on les a mis dans la loi. Fallait-il les mettre dans la loi? C'est même la question qu'on se posait à l'époque. Pourquoi faire une loi? Et enfin, la loi, elle est normative, elle est générale, elle est symbolique, elle rappelle des repères. Et donc, quel est l'esprit de la loi plus que la loi? L'esprit de la loi, c'est une loi éthique. Bon, quand on dit ça, tout est éthique dans notre monde aujourd'hui. Le commerce, la relation à l'autre, même les conflits peuvent être éthiques. Elle est éthique, ça veut dire qu'elle est interrogative. Ça veut dire qu'elle ne donne pas la solution toute faite. C'est-à-dire qu'elle oblige à s'interroger. C'est une loi, Vincent Morel vient de le dire, c'est une loi d'inquiétude qui ne laisse pas tranquille, qui ne dit pas, bon, ben dans tel cas, j'ai coché 3 cases, et après avoir coché 3 cases, j'ai la solution. Non. J'hésite et je suis obligé de décider. C'est même la caractéristique de l'éthique. L'éthique est interrogation qui débouche sur l'action. On ne peut pas dire, je vais faire une discussion philosophique de salon, et en buvant une tasse de thé, je vais dire, et qu'est-ce que vous pensez de la mort? Non. Je vais dire, là, qu'est-ce que je fais devant ce malade, avec, vous l'avez vu, toute une série de contradictions, d'évolutions, de changements, de cap, en fonction de la bienfaisance que l'on souhaite pour le patient. Et donc, il faut accepter, puisque, au fond, si je caricature, une religion, ça révèle une vérité, une morale, ça édicte des règles, une éthique, ça s'interroge. Et donc, ça n'est pas une loi qui dit oui, non, c'est une loi qui pose des règles générales et qui impose un cheminement qui dit qu'il faut passer par ces cases de cheminement, par ces étapes, pour arriver à apporter une solution qui n'est pas toute faite et qui peut varier dans le temps en fonction de l'évolution du malade, de ses désirs, de cette relation complexe entre le soignant et le soigné, dans lequel on doit ni verser dans le paternalisme, ni dans le consumérisme, comme l'a très bien rappelé Rico. Mais la fin de vie même, c'est une question impossible à définir. C'est quoi la fin de la vie? C'est, on peut y prendre une image poétique et dire qu'au fond, Sartre disait qu'on est tous, on se sent tous immortels. Mais au fond, lorsqu'on apprend une maladie grave, au lieu d'avoir cette vision, la mort, ça va arriver un jour, mais c'est loin, et chaque fois que j'avance, l'horizon s'éloigne, eh bien, il y a un moment où l'horizon se fige, et où l'annonce d'une maladie, la constatation d'un grand âge, de la dégradation d'une situation, fait que j'approche progressivement de cette mort, que je savais inéluctable, mais que je n'avais pas imaginé. Donc, la mort, c'est quelque chose qui est une perspective, une illusion. Parce que l'expérience de la mort n'existe pas, puisque, comme disait Épicure, je ne vois pas pourquoi je me pose ce genre de problème. Quand j'en parle, je suis vivant, et lorsque je serai mort, je n'aurai pas à me poser la question, donc c'est une fausse question. Ça serait une fausse question, si nous étions seuls au monde. Mais en fait, la mort, c'est l'autre. La mort, c'est jamais moi. La mort, c'est la mort que j'imagine au travers de la mort que j'ai vécue. Et la mort qu'on a vécue, quelles que soient les morts qu'on a pu côtoyer,
accidentellement, familialement ou médicalement, la seule vraie mort, c'est la mort de l'être aimé. Et celle-là vous marque à jamais et elle vous donne en fait un repère qui dit il est bien mort ou il est mal mort. Et je voyais bien que dans la première mission, lorsque les députés, trentaine de députés de tous bords politiques, au départ je me disais, il y a voir, c'est assez classique, les rouges et les bleus. Non. Vous savez, les rouges et les bleus, ça marche quand il y a la télé. Quand il n'y a plus la télé, on se parle normalement. Voilà. Après, je me suis dit, il y a ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Et il va y avoir un clivage. Et non. Et non. Le vrai clivage, c'est la mort vécue de l'autre et de celui qu'on a aimé. Et qui dit, moi j'ai vu mon père souffrir pendant 15 jours, il hurlait de douleur et personne ne venait le voir. Et donc, il faut que la mort puisse être donnée aux malades pour ne pas arriver à ces agonies insupportables. Alors que l'autre disait, non, la mort c'est très bien, les médecins savent ce qu'ils doivent faire. Moi je me rappelle que ma grand-mère, elle a soufflé ses 100 bougies, elle est montée dans sa chambre, elle est morte en dormant. Mourir en dormant, c'est un grand rêve. Homère, dans l'Iliade, dit que mourir et dormir sont des frères jumeaux. C'est pas tout à fait faux. Et il y a des gens qui, lorsqu'ils s'endorment, ont peur de ne pas se réveiller. Mais si je vous demande comment vous voulez mourir, d'abord vous dites je ne veux pas mourir. Bon, c'est normal. Enfin, vous êtes obligé de mourir. Hein, ça va arriver un jour. Donc, si on aborde la question comme ça, vous pouvez avoir la réponse d'Alphonse Allais qui disait je voudrais mourir à 99 ans, tué par derrière par un mari jaloux. Ce qui a une double signification. C'est-à-dire que je ne vois pas la mort arriver, mais en même temps, la mort me surprend en pleine santé, forcément, puisque je meurs pour un acte de pleine santé. En dehors de l'humour de la formule, ça veut bien dire que nous voudrions mourir en Occident, au XXIe siècle, nous voudrions mourir vivants. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dégradation. On a peur de la mort, mais plus que la peur de la mort, on a peur de mal mourir. Et la grande angoisse de notre société, au fond, c'est la maladie d'Alzheimer qui nous dit, et moi, surtout pas ça, voilà, que je meurs plutôt que de vivre comme ça. Et donc, il y avait même un sociologue qui disait, dans les sociétés médiévales, l'enfer, c'était après la mort. Dans les sociétés modernes, l'enfer, c'est avant la mort, juste avant la mort. Et donc, on est quand même dans une société qui voudrait gommer cette période d'agonie, cette période grise dans laquelle on est mourant. Mauvais terme, mourant. Mourant, participe présent, qui veut dire que l'action dure alors qu'on est vivant ou on est mort. Et le mourant est un vivant. Et que donc cette part de sa vie ne peut pas être considérée comme avec moins de dignité ou avec moins de respect par rapport à sa personne humaine. Ça, c'est la peur, la nôtre, celle de tous les citoyens. Mais il y a une autre peur qui est curieuse, c'est la peur du corps médical et en particulier des médecins. Est-ce que j'ai tout fait ce qui était possible ? Moi qui suis cardiologue et réanimateur de formation, je suis sorti souvent après une mort et après une réanimation vaine en train de dire à la famille, pour la rassurer, pour éviter tout remords, on a fait tout ce qui était possible. On a fait tout ce qui était possible. Ça veut dire que c'était à Rennes, c'était à Antibes, mais ça aurait été à l'hôpital américain de Neuilly, à Paris, dans le meilleur service, ou à New York. Il serait mort de toute façon parce qu'on a mis en œuvre toute la connaissance, la science médicale. Mais en réalité, quand on a dit ça, on se rend compte qu'on dit une contre-vérité, parce qu'en médecine, tout ce qui est techniquement et scientifiquement possible n'est pas obligatoirement humainement souhaitable. Et il y a des moments où ce qui est raisonnable devient déraisonnable. Et ce qui est raisonnable, à un moment donné, à l'aune d'une difficulté supplémentaire, d'une aggravation, on dit maintenant ça suffit. Non pas ça suffit la vie, mais ça suffit de me battre avec des moyens médicaux qui m'apparaissent comme disproportionnés. Et c'est bien là la difficulté. Tout à l'heure, M. Rico parlait de l'équilibre entre la relation médecin-malade. Et là, il y a bien un équilibre qui dit quand est-ce que je suis dans le raisonnable et quand est-ce que je suis dans le déraisonnable.
Moi, je me souviens que la première fois où je suis allé faire une conférence sur la fin de vie, un peu avant Rennes, puisque je suis venu ici il y a 10 ans, il pleuvait comme il pleut aujourd'hui sur la place de la Comédie, ou hier sur la place de la Comédie à Montpellier, et j'avais des essuie-glaces qui ne marchaient pas. Voilà. Je conduisais ma voiture, et je réfléchissais à ce que je disais, ce que j'allais dire, en essayant de dire, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Maintenant, je suis moins angoissé, même si on me filme. Voilà, j'ai suffisamment dit de choses sur ce sujet pour être suffisamment dans des contradictions. Donc, c'est pas grave. Mais je me disais, qu'est-ce que je vais dire à ces personnes? Et en même temps, je disais, l'essuie-glace, il ne marche pas, et puis je vois rien, et puis je suis en retard, et puis je vais prendre un platane, quoi. Et puis, le problème de la fin de vie, pour moi, va être vite réglé. Voilà. Et en même temps, comme je suis médecin, donc angoissé, je me disais, à l'hôpital de Draguignan, est-ce qu'il y a un interne de garde? Voilà. Et quel est le niveau de cet interne de garde? Est-ce qu'il y a un senior derrière, etc. Avec la petite angoisse qui disait, finalement, il va voir arriver un monsieur, quand on a pris un gros coup sur la tête, on n'est pas dans un très bon état, et ce jeune homme va dire, finalement, il a fait sa vie, celui-là, il a plus de 60 ans, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le réanimer? Et je me disais, j'aimerais bien qu'il s'acharne un peu quand même. Et donc je disais que l'acharnement thérapeutique, dont on parlait tout à l'heure, c'est une expression assez communément admise, dont l'acharnement thérapeutique, c'est une bonne chose. Il faut s'acharner, il faut se battre, il faut lutter contre la fatalité. Il ne faut pas baisser les bras. Et en même temps, le faire avec des médicaments, c'est plutôt normal qu'on le fasse avec des thérapeutiques. Ce qui est pas bien, c'est l'obstination déraisonnable. Et donc je me disais aussi que si 3 semaines après, on avait constaté que les lésions cérébrales étaient majeures et irréversibles, j'aurais bien aimé qu'on appelle ma femme et mes enfants et qu'on dise, voilà, oui, on a fait tout ce qui était possible, mais maintenant, le même traitement dans la même situation, ça devient déraisonnable et il faut qu'on arrête parce qu'on est passé sur le même cas, avec les mêmes traitements, à un moment où c'était logique de se battre et à un moment où c'est logique non pas de plus se battre, mais d'accepter que la mort vienne, parce que forcément, la médecine se bat contre le mur de la mort, mais le rencontre obligatoirement à un moment donné. Donc, finalement, cette mort, regardez, probablement il y a beaucoup de soignants dans cette salle, c'est à nous à régler la mort de la société. Cette mort qui s'est totalement médicalisée, c'est un problème qui n'est qu'un problème médical, à tel point que j'ai presque l'impression, dans les auditions qu'on fait en ce moment, qu'il faudrait qu'on marque dans la loi la dose d'hypnovel que l'on met en milligrammes, si on doit le mettre à la seringue autopousseuse ou si on doit utiliser d'autres éléments. Est-ce que la mort, ce n'est pas un problème d'une société tout entière? Est-ce que ce n'est pas le problème de la vulnérabilité, de la fragilité? Est-ce que ça englobe pas le problème d'une société qui a tellement peur de sa fragilité qu'elle finit par l'oublier, en oubliant la mort, en effaçant les rituels, en effaçant le deuil, et en se trouvant en mauvaise santé parce qu'elle n'a pas trouvé la solution d'Alphonse Allais qui pourrait nous faire partir sans nous en rendre compte, et presque même disparaître, ça serait génial. Si en plus il n'y avait plus de corps, voilà, on n'aurait plus de corbillards, qui apparaissent d'ailleurs de plus en plus comme des voitures banalisées, et si on pouvait, en même temps que le rituel de la mort soit totalement effacé, ça serait parfait. Eh bien non. La mort, ça fait partie de notre existence, je dirais que c'est un problème existentiel, et je dirais même que c'est parce que nous sommes des hommes et des femmes, c'est parce que nous sommes des êtres humains que nous savons que nous allons mourir et que nous devons apprendre ce problème. Ça ne veut pas dire que la médecine doit s'en désintéresser, mais attention au risque d'une société qui considérerait que le problème de la naissance à la mort sont uniquement des problèmes médicaux qui se règlent par des conduites à tenir et par des dosages. Ça serait une faillite d'une réflexion sur la mort. En réalité, donc le médecin a peur de ne pas en faire assez et le malade a peur qu'on en fasse trop. C'est bien une zone de conflit. C'est bien une zone de conflit qui ne peut se régler que dans deux consciences, deux confiances et un dialogue. Mais il y a un autre conflit que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est le conflit de valeurs. Le débat qui ont été évoqués au sujet de ces cas,
Ce n'est pas le bien contre le mal, il n'y a pas un méchant, il y a un gentil. Il n'y a pas le droit et la morale, il n'y a pas les progressistes contre les conservateurs. Il y a un problème où il y a un débat éthique, une inquiétude éthique, mais en même temps sur deux valeurs fondamentales, la vie humaine et l'autonomie ou la liberté. Je ne vais pas les présenter en opposition, parce qu'en réalité, il faut arriver justement à les fusionner. Quand vous êtes républicain et que vous dites liberté, égalité, fraternité, vous ne dites pas la liberté est contre l'égalité. Mais vous savez très bien que la liberté de chacun s'arrête au moment où elle fragilise l'autre valeur qui est la fraternité ou l'égalité. Donc comment fraterniser ces deux valeurs? La vie humaine. Vous avez bien vu que tout à l'heure, dans le petit exemple de la pluie diluvienne de Draguignan, je considère que la vie humaine, c'est la chose la plus précieuse qui soit. Qu'est-ce qu'il y a de plus élevé que la vie humaine? Je n'ai pas dit c'est sacré, comme ça évite d'avoir une référence spirituelle. Et d'ailleurs, je pense que, et pardon de le dire comme ça, je pense que tous ces débats doivent se faire avec une hypothèse qui peut choquer un certain nombre d'entre nous, mais qui est que le ciel est vide et que c'est à nous à définir ce qu'on doit faire ou pas faire. Parce que si on se met à référer à une vie au-delà, bien sûr, on a un élément de perturbation qui va enfreindre la qualité de la neutralité qui est nécessaire et en même temps empêcher de faire une loi laïque dans laquelle chacun se retrouverait. Alors, l'hypothèse, c'est que nous sommes dans une situation dans laquelle la vie humaine n'est pas sacrée, encore que dans la Marseillaise, l'amour sacré de la patrie, il y a du sacré dans le laïque, hein, il y a du rituel, il y a du symbolique, il y a du sacré. Mais la vie humaine, qu'est-ce qu'il y a de plus que la vie humaine? Rien. Rien. Ça peut se chiffrer en termes d'assurance vie, mais ça peut difficilement s'évaluer en tant que personne. Il y a un vieux film qui s'appelait Un homme et une femme, que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas. Et d'ailleurs, il est insupportable maintenant, si vous le voyez, parce qu'il a beaucoup vieilli. Enfin, c'était ce film, il y avait un homme qui rencontrait... Enfin bon, je passe sur l'histoire. Et à un moment donné, ils sont dans un musée. Et dans le musée, la femme, pour éprouver l'homme, elle lui dit, si ce musée se mettait à brûler, qu'est-ce que vous sauveriez? Pour le mettre un peu en difficulté, pour voir s'il était plutôt Rembrandt ou Picasso, etc. Bon. Et lui, habile et fuyant comme tous les hommes devant les interrogations féminines, il dit je sauverai, il voit un chat qui passe, il dit je sauverai le chat. Et après je le laisserai partir. Moi j'ai toujours trouvé que c'était assez intelligent comme réponse. Je sauverai le chat parce que c'est une vie. Et que la vie du chat, ça vaut plus que le Rembrandt, parce que c'est une vie. Je ne fais pas du bouddhisme, hein, je dis simplement que c'est... Alors si la vie du chat, ça vaut plus que le Rembrandt, la vie humaine, ça vaut plus que tout. Et en même temps, je le laisserai partir, ça veut dire je ne me l'approprierai pas, et en même temps, je lui donnerai sa liberté. Et tout à l'heure, quand je parlais d'arrêter les traitements en convoquant ma famille, je vois bien qu'il y a un moment où la vie, telle qu'elle a été organisée, telle qu'elle a été poussée par la médecine, telle que... Il y a des survies qui nous apparaissent dans des situations tellement complexes, tellement douloureuses, qu'on se dit que est-ce encore une vie humaine? C'est encore une personne humaine, ça c'est certain. Mais est-ce que cette vie-là qui est maintenue artificiellement en vie, ce traitement qui n'a pas d'autre effet que le maintien artificiel de la vie, est-ce qu'il est légitime de ne pas se poser la question? Est-ce qu'il est légitime de se poser la question de savoir si on doit ou non l'arrêter? Bien, moi, je pense que c'est légitime, c'est dans la loi, et les exemples qui ont été montrés l'illustrent. Alors, si on peut, finalement, cette valeur fondamentale qu'est la vie humaine, si elle est, je dirais, contestable, altérable dans certaines circonstances, est-ce que la liberté est altérable? Parce que la liberté, c'est je veux, c'est moi dans mon autonomie qui doit être respectée. La liberté, c'est bien sûr la liberté de faire ce que je souhaite, mais imaginez un instant, les organes que vous avez à l'intérieur de votre corps sont à vous. Votre corps est à vous. J'entends souvent ça. Mon corps est à moi, je fais ce que je veux. Mon corps est à moi, je fais ce que je veux. Vous sortez et il y a un milliardaire qui vous attend dehors.
il a une Rolls blanche, on est en 2050. Il est russe. Je suis désolé. À Antibes, les Russes sont riches, ou les riches sont russes. Enfin, bon, peu importe. Mettez-le autre chose. Mais enfin, c'est bien qu'il soit étranger, ça nous tranquillise. Et il vous dit, je viens de piéger votre code génétique et je vous achète votre rein. Il n'y a plus de sécu, je veux dire, bien entendu. Je vous achète votre rein, 1 million d'euros. Bon, l'euro, on peut imaginer qu'il est encore là, donc il faut quand même avoir un peu d'espoir. Et vous dites non. Parce que vous avez la notion de la dignité humaine et de la non-marchandisation du corps. Il vous dit 2 millions d'euros. C'est à ce moment-là que le mouvement arrive dans la foule, généralement. Le seuil du rein acheté est à 2 millions d'euros. En Antibes, c'est pareil. Vous rentrez chez vous, vous regardez sur l'ordinateur, vous vous rendez compte que la néphrectomie, surtout à cette époque-là, c'est une mortalité totalement négligeable, sûrement moins que de rouler sans essuie-glace sur la route de Draguignan. Et vous vous rendez compte en même temps que l'avenir du néphrectomisé est supérieur en durée de vie à celui qui n'est pas néphrectomisé. C'est les beautés et les subtilités des biais statistiques. Et donc vous dites, ah ben, c'est bon, 2 millions d'euros. Pourquoi vous ne pouvez pas vendre ce rein? Il est à vous, ce rein. Et en même temps, ce n'est qu'un morceau de viande. Si vous avez envie d'avoir une référence, il y a le marchand de Venise, où Shylock achète un morceau de viande du corps de celui avec qui il donne de l'argent. Eh bien, ce corps qui est à moi, je ne peux pas le vendre. Parce qu'en le vendant, j'altère ce qui est l'humanité en moi, ce qui est ma dignité. Et ma dignité m'appartient, mais en même temps, elle m'appartient parce qu'il y a un lien humain de l'humanité. Et en fait, ce rein, je peux le vendre, il est à moi, mais je ne peux pas le vendre. Parce qu'au-delà de ça, j'altère l'humanité qui est en moi et qui ne m'appartient pas et qui est un bien commun. Donc, la liberté, finalement, c'est jusqu'à un certain point, mon autonomie doit être respectée. Pardon d'avoir été un peu long là-dessus, sur ces deux notions, mais je crois qu'accepter qu'il y ait des conflits de valeurs, c'est une bonne chose quand on rentre dans un débat éthique, et ça permet de mal dormir probablement, le conflit éthique, mais ça permet quand même d'essayer de choisir la meilleure solution ou la moins mauvaise. La loi, vous la connaissez, bon, elle est simple, elle a 3 principes en fait. Et vous la retrouvez dans le code de déontologie, dans les bonnes pratiques des sociétés savantes. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale. Je ne t'abandonnerai pas. Parce que même si je ne peux pas te guérir, la médecine n'est pas faite que pour sauver. Et cette médecine triomphante qu'on voit toujours à la télé, et qui, dans une certaine mesure, a pu nuire à l'idée qu'un jour on est en échec, eh bien, cette médecine-là, elle doit s'associer étroitement, non pas se succéder, mais peut-être que s'il devait faire une grande réforme, ça serait d'accepter que la médecine palliative ne vient pas après la médecine curative, et sur l'échec de la médecine curative, mais qu'elle est étroitement associée dans une vision globale qui est qu'à la fois je soulage et je tente de guérir. Et que la guérison, de toute façon, aboutira à ce que cet être mortel qui est en face de moi, je ne pourrai pas empêcher qu'un jour la médecine soit en échec. Mais ce n'est pas la médecine qui est en échec, c'est l'humain qui est dans sa destinée. Donc la première des idées, c'est je ne t'abandonnerai pas, et c'est la société qui doit dire ça, pas que la médecine. Je ne t'abandonnerai pas parce que tu es faible, et je te dirais que je t'abandonnerai d'autant moins que tu es faible. Et la loi, l'accordaire, eh bien, elle protège le faible. C'est bien ça le sens de la loi. Il n'y a pas besoin de loi pour protéger les tigres des gazelles. Donc il n'y a pas de loi nécessaire pour protéger le fort du faible, mais il y a des lois nécessaires pour protéger le faible du fort. Dans le deuxième engagement, je ne te laisserai pas souffrir. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué et on arrive à la notion ambiguë, ambivalente, du double effet qui a été évoqué tout à l'heure. On a vécu dans une culture dans laquelle la morphine devait être utilisée au dernier moment sous peine de rendre les malades toxicomanes, et surtout pas chez un patient qui avait une pathologie pneumologique, parce qu'on allait hâter sa mort. Ce qu'on a voulu dans la loi, dans l'esprit de la loi, c'est dire ne vous préoccupez pas de ça.
la qualité de vie prime sur la durée de vie en fin de vie. Et préoccupez-vous de soulager votre patient. Préoccupez-vous de l'idée des soins palliatifs, tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, quand il n'y a plus rien à faire pour guérir, il y a tout ce qui reste à faire pour soulager, pour consoler, pour accompagner. Ces soins qui sont des soins de support peuvent être associés, doivent être associés très tôt. On voit encore trop de malades arriver très tard dans les unités de soins palliatifs, quelques heures avant de décès, comme s'il y avait une séquence. Il y a une belle nouvelle de Camus dans laquelle le malade change d'étage et il voit qu'autour de lui, tous les malades s'aggravent. Voilà. Et il comprend effectivement qu'il est en train de s'aggraver. On ne lui dit rien, mais il comprend. Et je crois que rentrer dans les soins palliatifs comme issue de quand on ne peut plus rien faire, c'est une mauvaise idée. Et peut-être que s'il y avait une vraie réforme, peut-être pas législative, mais c'est d'associer le palliatif et le curatif dans une culture médicale qui est plus globale. Quand vous pensez, on le citait avec Vincent il n'y a pas longtemps, quand vous pensez que sur un cancer très particulier, que le cancer anaplésique à petites cellules pulmonaires, dans une série américaine, les soins palliatifs associés très tôt sont plus efficaces qu'une cure supplémentaire de chimiothérapie. Et c'est là où on est un peu dans une situation bizarre, c'est que soulager, c'est quelquefois raccourcir la vie, c'est quelquefois la prolonger. Et le malade meurt aussi de souffrance. Et donc, quand on dit le double effet, oui, il peut y avoir un double effet. Mais le double effet, ça peut être un double effet positif. On peut à la fois soulager et prolonger. Et les médicaments pour soulager ne sont pas des médicaments qui sont faciles à utiliser pour abréger. Donc, lorsqu'on se pose la question de dire est-ce que je peux mettre la morphine? Oui. S'il a mal, oui. Est-ce que je peux mettre de l'hypnovel? Oui. Est-ce que je peux le mettre à des doses qui peuvent me paraître disproportionnées en regard de la pharmacologie du Vidal? Oui. Mais est-ce que je dois essayer hypocritement d'augmenter les doses pour aboutir à la mort? Attention. Attention, parce que vous n'y arriverez pas. Et que si vous voulez faire ça, il vaut mieux prendre le chlorure de potassium ou le curare. D'ailleurs, dans les cas précis qui se sont déroulés il n'y a pas tellement longtemps, on s'est bien aperçu que dans la situation incriminée, on utilisait plutôt le curare quand même, parce que c'est plus sûr quand même pour abréger la vie que l'hypnovel ou la morphine. Donc oui, l'intention. Alors on dit, ah ouais, l'intention, tu parles, l'intention. C'est l'hypocrisie, l'intention. Sauf que le code pénal retient l'intention. Sauf que la morale retient l'intention. Code pénal, quand vous avez un homicide volontaire, c'est pas pareil qu'un homicide involontaire. Si je renverse quelqu'un sur la route et que je le tue, c'est pas la même chose que si je l'assassine pour prendre son portefeuille. Et quand mon petit-fils casse le vase de la grand-mère, on lui demande tu l'as fait exprès ou pas. C'est pas pareil s'il a fait exprès ou pas. Voilà. Donc ça veut dire que ça imprègne l'intentionnalité, quoi. On dirait que c'est un truc qu'on a inventé. Tu l'as fait exprès ou pas? C'est quand même quelque chose d'important. Et là, vous ne pouvez pas tricher. Parce que si le malade n'a pas mal, et s'il n'est pas anxieux, et que vous lui mettez des doses de cheval, de morphine et d'hypnovel, votre intention n'est pas de le soulager. Donc, peut-être que ce double effet méritera d'être un peu élucidé pour être dépoussiéré. Mais en tout cas, ça a au moins permis, à mes yeux, de permettre aux médecins d'arrêter de dire « Ah ben regarde, je m'en souviens de cette expérience parce qu'elle est pour moi personnelle. Un de mes amis qui mourait d'un cancer de l'estomac, du pancréas et qui souffrait, et le médecin à qui je disais « Mais pourquoi tu ne le calmes pas ?» Et il disait « Mais regarde, je suis déjà à des doses toxiques. » Donc, qu'on ait encore ce réflexe de la dose toxique en phase terminale, quand le malade souffre et qu'on est encore à mégoter le milligramme de morphine, c'est inadmissible. Et c'est probablement ça que l'on constate encore dans les réunions, où il y a toujours quelqu'un qui se lève et qui dit, encore 10 ans après, moi j'ai un parent qui est mort dans d'atroces souffrances, et les médecins disaient, je ne veux pas être accusé d'eux. Voilà. Il n'y a personne, il n'y a pas un médecin qui a été accusé dans la jurisprudence française d'avoir sédaté un malade, augmenté la morphine, quand il y avait une souffrance en face. Donc
oublions peut-être le double effet. Mais donnons-nous la permissivité de faire en sorte qu'on accompagne ce malade et qu'on va au devant de sa souffrance et qu'on la soulage. Je ne te prolongerai pas de manière anormale, ça a très bien été expliqué, je ne reviendrai pas là-dessus sur l'obstination déraisonnable. C'est quand même la situation la plus difficile. Et comment on sort des situations difficiles? Par la parole. Hein. Il n'y a que la parole qui sauve de la mort et qui console de la mort. Il n'y a que la parole qui permet de cheminer et de faire en sorte qu'on ne se sent pas seul à un moment donné devant une décision et qu'on en a débattu et qu'on a pris la globalité de l'humain de cette vie finissante et qu'on a pris la globalité de la technique et que cette confrontation entre l'humain et la technique nous fait dialoguer, avancer, progresser, hésiter, mais décider. Et donc la décision, là aussi, je m'insurge un peu contre le comité d'éthique pour lequel j'ai le plus grand respect, mais je ne crois pas aux décisions collégiales qui regroupent l'ensemble de la famille, puis l'ensemble du corps médical, et pourquoi pas, je veux dire, pourquoi pas les philosophes et les sociologues, et puis à la fin, on prend la décision comment? Quand elle est unanime, c'est facile. Et si elle n'est pas unanime, il y a un droit de veto, on vote, il y a la famille qui gagne contre les médecins, une partie de la famille qui gagne contre une autre partie de la famille. Si quelqu'un gagne contre l'autre dans une décision de ce type, tout le monde perd. Et vous le voyez bien, dans le cas douloureux de Vincent Lambert, on est en perdition d'une famille qui, de toute façon, a perdu. Voilà. De toute façon, quelle que soit l'issue décidée, le corps médical a perdu, et de toute façon, la famille a perdu. On a perdu la sérénité. Voilà. On a perdu la capacité d'écouter l'autre, et on a perdu la capacité d'avancer collectivement vers une décision douloureuse. Alors, bien sûr, il reste des situations sur la loi actuelle. Donc, je serais malvenu de dire que la loi est parfaite, d'abord parce que ce n'est pas vrai, et qu'il ne faut pas qu'elle le soit. Voilà. Cette fureur qu'évoquait Enrico tout à l'heure au-dessus du mot de Badinter, cette obsession législative qui fait qu'on a quand même délibéré 3 fois sur les chiens dangereux et 2 fois sur les manèges dangereux. La loi s'est penchée sur le chien dangereux. Voilà. Et elle est revenue, parce qu'après avoir défini ce que c'était un chien dangereux, il y a un chien pas dangereux qui a tué un enfant. Donc il est devenu dangereux, donc il fallait changer la loi. Ça vous laisse l'idée de ce que c'est une loi. Une loi, ce n'est pas une énumération de cas particuliers, de détails. Une loi, c'est des grands axes, c'est des grands pans de normalité, c'est des repères, c'est des forces symboliques. C'est pas... Après, la loi, elle peut dire la TVA passe de 19,6 à 20. Hein, c'est pas, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais en tout cas, là, on peut être très précis. Mais une loi sur l'humain, une loi éthique, elle trace des équilibres, elle trace des repères. Il y a un grand philosophe qui s'appelait Pierre Dac qui disait « Lorsque les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites ». Ce qui est une phrase à méditer, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut de l'interdit pour pouvoir dire je franchis l'interdit. La transgression n'est pas dans la loi elle dit la norme. La transgression, c'est ma vie. Vous avez permis de conduire et vous avez une ligne jaune. Qu'est-ce qui vous dit le permis de conduire? Il vous dit voilà, il y a une ligne jaune, elle est là. Et vous avez interdiction de la franchir. Il vous dit, s'il y a un arbre qui tombe sur la route, vous pouvez franchir la ligne jaune? Non. Il vous dit, s'il y a un enfant qui traverse, que vous pouvez franchir la ligne jaune? Non. Parce que vous êtes dans une situation exceptionnelle. Et s'il y a un enfant qui traverse, et que je franchis la ligne jaune, et qu'au bout de la rue, au bout du chemin, il y a un gendarme qui m'arrête, on va dire un juge, hein, eh bien, il va regarder les circonstances dans lesquelles j'ai franchi la ligne jaune. Et c'est l'exception. Et la transgression doit rester l'exception. Et même s'il y a transgression, et même s'il y en a un pourcentage, le fait important, c'est que la norme est donnée. Et que cette transgression, si elle existe, elle doit apporter tout un flot d'argumentaire qui dit « j'ai pas transgressé parce que c'était la loi ». D'autant plus que, Sicard le dit bien, toute transgression amène obligatoirement une transgression supplémentaire. Un exemple. En France, vous avez 0,4 à 0,6% d'euthanasie.
Clandestine, forcément, puisque la loi ne le permet pas. Et vous avez à peu près le même chiffre de morts données à des patients qui ne l'ont pas demandé. Le malade ne demande rien, le médecin y passe, il dit « cette vie doit s'arrêter » et il fait du curare. Bon, ça c'est quand même 0,6%. On peut s'en affoler, mais on se dit on va se tourner vers les Belges et on va regarder ce qui se passe. Un 6, un 8% d'euthanasie, normal, puisqu'elle est dépénalisée. Un 8 de morts données à des malades qui ne l'ont pas demandé. Normalement, tu te dis, s'ils ont fait une norme pour pouvoir donner la mort, ça va limiter quand même, ça va faire une digue. Ah bien non, quand vous reculez la borne, ben, il n'y a plus de limite. Pierre Dac, quand vous avez reculé la norme, vous avez augmenté la permissivité. Et comme vous n'avez pas donné la norme, et que vous avez justement donné la transgression à la norme, eh bien vous cherchez la transgression supplémentaire. Pardon de revenir au petit-fils, mais les enfants, ils cherchent toujours la bêtise qui va faire qu'on va réagir. Voilà. S'il casse le vase et qu'on lui dit, t'as le fait exprès ou pas exprès, et qu'on dit, c'est pas grave, tu peux en casser un autre, il va prendre la grosse potiche et il va la casser. Pour voir jusqu'où on va arriver à dire, ça, tu peux pas le faire. Eh bien, il faut partir avec l'idée que ça, on peut pas le faire. Et si on part avec l'idée qu'on ça, on peut pas le faire, on aura statistiquement moins de chances de le faire à ceux qui l'ont même pas demandé. Enfin, directive anticipée, on peut en débattre. Faut-il qu'elle soit contraignante ou pas contraignante, opposable ou non opposable? Je préfère plutôt contraignante qu'opposable. Oui, on a écrit qu'on devait en tenir compte. Peut-être qu'il y a deux erreurs. Moi, j'ai essayé d'écrire mes directives anticipées, j'ai fini par y arriver. Mais franchement, quand vous écrivez directives anticipées et que vous commencez par dire « si je suis dans un état végétatif chronique ou post-relationnel », tu te dis, il n'y a que les docteurs qui arrivent à faire des directives anticipées, finalement. Ou bien alors, il faut leur filer un bréviaire de mots médicaux. Donc, je pense que là, on a peut-être fait une erreur. Peut-être la page blanche est difficile à remplir. Si bien qu'on évoquait récemment la situation de la malade qui avait mis « je ne veux pas de tuyaux » comme directive anticipée. Et cette situation-là, elle n'est évidemment pas acceptable parce que pour elle, la sonde urinaire ou la sonde gastrique, c'était quelque chose dans lequel probablement elle avait vu mourir quelqu'un qu'elle aimait et elle disait « je ne veux pas mourir comme ça ». Mais on voit bien que cette directive anticipée là, elle n'est pas recevable. Comment faire pour faire des directives anticipées recevables? L'avantage de la directive anticipée, c'est qu'elle permet de parler de la mort quand même. Et elle permet d'être obligé, lorsque le malade veut l'aborder. Parce que s'il ne veut pas l'aborder, on n'est pas obligé de l'aborder. Hein. Ça permet quand même de dire, qu'est-ce qu'ils disent les malades? Docteur, vous ne me laisserez pas souffrir. Docteur, vous ne me prolongerez pas de manière anormale. Docteur, si je suis dans telle situation et que je m'étouffe, par exemple, pardon, je prends un exemple de cardiologue, hein, est-ce que vous ne me laisserez pas m'étouffer, hein? Ça peut être une angoisse hein, pour un malade en pneumologie ou en cardiologie de mourir étouffé. Eh bien, il faut qu'on lui réponde, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent? On lui répond, oui, je ne vous laisserai pas. Et pourquoi on ne pourrait pas l'écrire au cas où ça ne serait pas moi qui le reçois, ce malade? Et pourquoi on ne pourrait pas en parler? Donc je pense que sur ce sujet, il y a à la fois de la tranquillité et en même temps de la pédagogie sur des sujets qui sont difficilement à aborder. Enfin, j'ai parlé de l'exception, la sédation. Est-ce que j'ai le droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir? Probablement, j'ai le droit de dormir, oui. Lorsque j'arrive pas à calmer la maladie, parce que la médecine trouve des symptômes réfractaires. C'est d'ailleurs une des indications que définit la Société française de soins palliatifs. Donc j'ai le droit, oui. La preuve, c'est que les médecins le font. Est-ce que j'ai le droit de ne pas réveiller le malade? Oui, si on est en phase terminale, je pense qu'il vaut mieux pas réveiller le malade pour lui demander toutes les 5 minutes, vous souffrez ou vous ne souffrez pas? Est-ce que je vous rendors ou pas? Et je pense qu'il faut bien ne pas confondre la sédation qui peut arriver dans un épisode aigu et puis où on réveille le malade après, de la sédation qui arrive dans la phase où la fin de la vie se compte en heures.
ou peut-être en quelques jours, et où là, peut-être c'est pas utile de réveiller le malade pour lui demander s'il est toujours d'accord pour dormir. Mais est-ce que pour autant, cette sédation doit avoir un but terminal? Autrement dit, on a dit la difficulté tout à l'heure de faire dormir pour faire mourir. Vous savez, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez arrêté les traitements de survie, que le malade est vraiment en phase terminale, et que vous mettez un traitement sédatif pour le faire dormir et éviter qu'il souffre, vous vous retrouvez en fait dans le 37-38 du code de déontologie qu'on a modifié en 2008, et on est dans l'éthique. Et la mort ne survient pas en 3 mois. Dans ces circonstances-là, effectivement, la mort survient en peu de temps puisqu'elle arrivait. Un jour, j'ai un malade, quand on est interrogé, on voulait interroger les personnes qui avaient vécu auprès d'une personne qui mourait. Et donc, c'était en 2008, et on réinterrogeait les gens. Un jour, je vois un homme jeune qui me dit, voilà, ma femme, elle souffrait, elle avait un cancer, et finalement, j'abrège, elle a été admise dans le service de Régis Aubry, à Besançon, et il a euthanasié, elle est morte en 24 heures. Donc, je dis rien, je reste calme, voilà. Je dis, tiens, bon. Et donc je vais au bout et je dis alors oui, comment ça s'est passé? Il m'explique, elle est rentrée, elle n'en pouvait plus, elle s'est endormie, elle est morte. Bon. Donc je vois Régis Aubry, je lui dis tu connais monsieur Untel? Il me dit oui, j'arrive pas à lui enlever de la tête que cette femme est morte par nos soins. En fait, elle était en phase terminale. Effectivement, elle était réfractaire à tous les traitements. Effectivement, on a fait une sédation en phase terminale qui a fait qu'elle est morte dans les heures qui ont suivi cette sédation. Et dans l'esprit, cette mort était une mort provoquée par la médecine. Et donc, attention aux ambiguïtés. Elles existent. Et combien de fois vous voyez quelqu'un qui vous dit « Moi, j'ai dit aux médecins d'arrêter, et puis ils l'ont endormi, et puis ils ont augmenté les doses. » C'est peut-être vrai, mais c'est souvent ce qu'on se raconte après pour essayer à la fois de se déculpabiliser et en même temps d'en avoir été l'acteur. Je terminerai, et pardon pour ceux qui l'ont entendu, parce que je suis un amoureux d'Homère et de l'Odyssée, sur 2 images de la Grèce antique. La première image, c'est Prométhée. Vous connaissez Prométhée? Prométhée, c'est le chirurgien cardiaque. Hein, voilà. Donc il va dans la salle. Je les adore. Hein, peut-être il va conquérir le feu des dieux. Et puis, ayant conquis le feu des dieux, les dieux le punissent parce que dans la philosophie antique, il y a une chose qui est intolérable pour les dieux, c'est l'orgueil, c'est l'hybris. C'est donc le manque de modestie, le manque de sagesse, le manque d'équilibre. Et donc, les dieux le punissent. Vous connaissez l'histoire. Il est attaché au rocher. Le vautour vient lui dévorer le foie éternellement. Et pourtant, on a envie de décrocher la lune et de décrocher le feu et de décrocher le savoir. C'est une des bases, justement, de la force de la médecine. Donc, Prométhée continue à m'être sympathique, même s'il ne finit pas bien. Il y a une autre image qui me paraît importante et qui est peut-être plus l'image d'une médecine globale, c'est l'image d'Ulysse. Vous connaissez Ulysse, le cheval de Troie, et puis ensuite il erre pendant 10 ans pour rentrer à Ithaque. Il veut rentrer chez lui, voilà. Sa seule obsession, c'est de rentrer chez lui. Et tous les dieux viennent l'embêter, en particulier Poséidon, parce qu'il a tué, vous vous en souvenez, le Cyclope, qui est le fils de Poséidon. Vous connaissez toute cette histoire, donc peu importe. À un moment donné, il arrive sur une île, et l'île sur laquelle il arrive s'appelle l'île de Calypso. L'île de Calypso, Calypso est une femme qui est éternellement jeune et éternellement belle parce qu'elle est déesse. Et donc, c'est une divinité. Mais en Grèce antique, les divinités tombent amoureuses des hommes et inversement. Et donc, elle tombe amoureuse d'Ulysse qui l'honore de son amour pendant 7 ans. Et puis, il y a toujours une bêtise dans l'amour parfait qui vient quelquefois casser le fil tenu du rêve. Elle lui dit, si tu veux, je te rends immortel et éternellement jeune. Et Ulysse refuse. Homère dit qu'il regarde par-delà la mer, la terre et les morts. Et Ulysse refuse parce qu'il ne veut pas devenir Dieu. Voilà. Vous connaissez la différence Voilà. Je ne la dirai pas. Tout le monde la connaît. Voilà.
pouvez mettre cardiologue à la place du chirurgien, comme ça, ça m'humilie un peu moi et pas les autres. Donc, dans cette situation-là, il dit non. Et Camus en fait une analyse qui dit qu'on a oublié dans notre société moderne la fierté de nos limites. La fierté de nos limites, ça veut dire que nos limites, il faut que nous les acceptions. À la fois, la société doit accepter de mourir parce que c'est la destinée d'un homme de mourir. Et Ulysse raconte en fait au dieu qu'il n'a pas du tout envie de devenir immortel. Et celle qui pleure, c'est Calypso, c'est pas Ulysse. Ulysse part sur un bateau, sur un radeau, alors que Poséidon va lui casser le radeau au premier virage en sortant. Mais il assume sa destinée humaine. Et il veut retourner chez Pénélope, et il veut retourner chez lui. Et il veut mourir chez lui. Ça veut bien dire que la destinée d'un homme, c'est de mourir. Et il faut non pas le regarder comme une situation de faiblesse, mais c'est notre force. C'est la force de l'humain, de savoir qu'il va mourir et d'accomplir une vie dans laquelle il a une destinée. Il a une destinée tragique, Rico a raison. Et que ce tragique, c'est aussi la capacité de passer dans la vie, mais aussi de passer aux autres des choses. Et l'humain, c'est justement ça, de passer quelque chose aux autres. Et c'est pour ça que peut-être la fin de vie, c'est le moment où on passe, à tous les sens du terme. Et le fait de passer quelque chose apaise les survivants. Et donc cette fierté de nos limites, elle s'oppose un petit peu à la vision prométhéenne. Donc est-ce que la médecine du XXIe siècle doit être à la fois prométhéenne et odysséenne? Moi je pense que oui. Voilà. Et je pense qu'à la fois il faut être fier de nos limites. Voilà. Mais en même temps avoir cette soif d'innovation et de technique qui fait justement l'équilibre entre l'humain et la science et qui fait la beauté de l'action de soigner, mais qui est qu'une émanation d'une société qui dit « parce que tu es plus faible, je te respecte d'autant plus et à la fois je te protège et à la fois je t'écoute. Je te protège d'une façon paternaliste, mais je t'écoute en respectant ton autonomie, même lorsque tu es en situation de grande fragilité, de vulnérabilité. » Voilà cette fierté de nos limites. C'est peut-être la base de la loi éthique qui voudrait faire une loi parfaite dans laquelle, à la fin d'avoir coché 34 cases dans un principe de minutie à la hollandaise, on puisse dire, voilà, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Vous ne le saurez jamais si ce que vous avez fait est bien fait. Et vous ne saurez jamais si vous auriez pu faire mieux ou moins bien. Mais justement, tant que vous avez cette inquiétude au cœur, vous êtes dans le vrai. Et celui qui n'est pas dans le vrai, c'est celui qui me téléphone régulièrement d'ici ou là en disant « j'ai pas bien lu la loi, là, mais j'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire ça ?» Voilà. Celui-là, je lui dis « ne la lis pas, mais simplement, je ne peux pas te répondre. Et je peux te répondre que par « pose-toi vraiment la question ». Et si nous nous posons vraiment les questions, à la fois au niveau de notre société, sur qu'est-ce que c'est que la mort, et que les sociétés ont la mort qu'elles méritent, et que l'on regarde la mort de la même façon qu'on regarde la vie, et qu'une société qui nie la mort et la considère comme tabou n'est pas une société bien portante, et qui, lorsqu'elle la relègue à l'ensemble du corps médical, elle lui fait porter un poids qui est trop excessif pour une simple situation de technique et de science, et que nous devons avoir cette réflexion beaucoup plus globale sur la fin de vie. Alors j'essaierai de faire le moins mal possible dans les limites des moyens qui sont les miens sur la modification de la loi, mais je suis éclairé par des gens de grande sagesse et je pense que nous essaierons d'avancer à la fois dans cet équilibre nécessaire entre le respect de l'autre et en même temps le respect aux règles que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Merci de votre attention.